moi j'ai toujours été assez manuelle, j'ai toujours beaucoup aimé dessiner, bricoler, même coudre. Et donc assez tôt, je savais que je voulais faire un métier, on va dire, artistique ou créatif. Et donc j'ai écrit là, la vocation dans les années 2000, parce que j'ai découvert le métier du stylisme. Et c'est ce que je voulais faire, voilà. C'est le côté faire des robes, des vêtements. Et c'est en me posant les questions de comment faire pour devenir styliste que j'ai découvert le métier de designer. Donc ce que j'ai fait, c'est que on a été à Paris pour des journées portes ouvertes qui ont lieu bientôt, je pense, parce que c'est au mois de février, dans les écoles d'art appliquées à Paris. J'avais été aussi à Nîmes et à Montpellier pour voir les écoles, donc je vous invite à le faire. Et c'est là que j'ai découvert en fait d'autres choses que le stylisme. J'y allais pour ça et j'ai découvert notamment le design industriel et je me suis dit en fait c'est encore mieux puisque c'est un petit peu la même chose sauf qu'au lieu de faire que des vêtements, on peut faire tous les objets, on peut faire des meubles, on peut faire voilà, des lunettes, on peut faire des ordinateurs, pourquoi pas des voitures, tout un tas de choses avec plein d'autres matériaux que du tissu. Et donc j'ai décidé de faire ça. Donc j'ai passé mon bac. Et je suis partie à Paris pour faire mes études. En premier, j'ai fait une mise à niveau, parce que j'avais fait un bac général, et donc pour rentrer en BTS design de produits, il faut faire une mise à niveau en art appliqué. Donc je l'ai fait dans une école qui s'appelle l'école Boulle. C'est marrant, mais c'est le nom de l'ébéniste de Louis XIV. Donc j'ai fait une année dans cette école-là, et ensuite j'ai fait mon BTS dans une autre école à l'opposé de Paris, qui s'appelle Olivier de Serres, et qui était assez spécialisé dans le design industriel. C'est pour ça que j'ai choisi cette école. Après mon BTS, moi j'avais fait un stage, j'avais vu qu'il y avait des choses que je voulais approfondir, je ne me sentais pas rentrer directement sur le marché du travail. Et j'ai passé 3 ans donc, pour faire ce bachelor en design industriel à la faculté de l'aménagement, donc à l'Université de Montréal pour faire ça. Donc là, on ne voit pas extrêmement bien, mais ce que vous voyez là, c'est mon projet final de bachelor donc à Montréal, qui était un siège d'avion. Mon premier emploi, c'était dans une entreprise qui faisait des cadeaux promotionnels. Alors, pour expliquer, les cadeaux promotionnels, c'est du style, vous partez en vacances, vous arrêtez de faire le plein chez Total, et là, si vous donnez 2 € de plus, vous avez droit à une serviette ou à un moule à gaufres ou à plein de choses comme ça. Donc ce sont des objets en général qui sont fabriqués en Chine pour que les coûts soient très très bas. Parce que les entreprises, elles aiment bien vous offrir des cadeaux, mais il ne faut pas non plus que ça leur coûte trop cher. Donc moi j'étais designer industriel, donc dans ce cadre-là, j'ai fait beaucoup de packaging, aussi des produits de A à Z, donc des choses que nous-mêmes on a designé et qu'on a fait produire en Chine. De l'identité visuelle, voilà, des logos, plein de choses très très variées. C'était hyper sympa comme travail. Et ce que ça m'a amené, c'est surtout l'aspect de travail avec l'étranger, et notamment avec la Chine, qui produit la très très grande majorité des objets qui nous entourent. C'est particulier, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc ça m'a permis vraiment d'aborder ça dans ce premier emploi, où je suis restée un peu plus de 2 ans et demi. Malheureusement, l'entreprise dans laquelle j'étais a fait faillite. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc je me suis retrouvée au chômage, j'ai cherché un autre emploi. Et parallèlement à ça, j'ai commencé à être freelance. Donc à travailler pour mon ancien patron, pour des collègues qui étaient partis dans d'autres entreprises, et voilà, et des personnes que je connaissais qui avaient besoin voilà, d'un designer pour faire ça peut être du design graphique, donc du flyer ou du packaging, plein de choses différentes. Et donc, jusqu'à ce que ça a commencé à bien se passer, j'ai vraiment commencé à gagner ma vie tout à fait convenablement. Et à ce moment-là, j'ai été contactée par quelqu'un que j'avais croisé à l'Université de Montréal, qui était lui en échange, et qui m'a dit « Oui, dans mon entreprise, on embauche. Par contre, si on t'embauche, c'est pas pour faire du design produit, c'est pour faire du design d'interface. » Donc, quand je dis interface, il faut comprendre application, logiciel. Donc vraiment plus des choses en 3D, quoi, des applications comme vous avez sur vos smartphones ou sur vos ordinateurs. Et il m'a dit en plus c'est particulièrement compliqué puisque c'est une application pour des contrôleurs aériens. J'ai fait ok, là j'ai dit il faut que je réfléchisse quand même parce que là moi j'étais dans mon truc de freelance, ça se passe bien, ça veut dire apprendre un peu quand même encore d'autres choses sur un nouveau métier. Mais bon, ce que je trouvais un petit peu difficile en étant freelance, c'est le fait d'être tout seul.
Alors ça simplifie plein de choses et c'est satisfaisant parce que quand on a réussi à faire quelque chose, à le vendre, on dit ben voilà, je suis capable de le faire. En revanche, on est tout le temps un peu tout seul sur les projets, tout repose sur nous. Et le travail en équipe, même si on travaille avec le client, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, j'ai vu que donc, dans cette entreprise, où je travaille encore aujourd'hui, qui s'appelle Altran ID, je pourrais avoir l'occasion de vraiment travailler en équipe, avec des designers, des ingénieurs, des ergonomes, voilà, des personnes qui font aussi un autre métier que le mien. Donc j'ai dit oui. Donc c'était vraiment passionnant, beaucoup de voyages en Angleterre, travailler avec des Anglais, donc là, on y reviendra plus tard, mais il y a la question de l'anglais. Et voilà. Et donc ensuite, j'ai travaillé pour d'autres clients comme Accor Hotel, Airbus, beaucoup, qui est un gros client de ma boîte, de la boîte dans laquelle je travaille, Total, SFR, et plus récemment chez LG. LG, vous voyez, le gaz, ouais, voilà. Parce qu'ils ont créé une structure digitale pour se transformer digitalement. Ça, c'est vraiment un mouvement très très important dans l'industrie en ce moment, la transformation digitale. Donc aujourd'hui, je suis designer d'interface, d'applications et de logiciels professionnels. Nous, on travaille surtout pour des applications professionnelles, c'est-à-dire que pas des choses qui sortent sur les marchés comme des applications grand public. C'est vraiment en général dans le milieu industriel pour voilà, des métiers particuliers comme les monteurs de ligne chez Peugeot ou chez Airbus, ce genre de choses, ou tous les sites éoliens ou gaziers de l'Engie. Je suis en CDI, ce qui est plutôt une bonne chose, et pas forcément évidente en ce moment. J'habite à Paris, mon entreprise est à Paris, et c'est vrai que malgré tout, même si ça a tendance un petit peu à changer, les activités de design sont très centralisées sur Paris encore en France. Sauf si on parle de Decathlon, qui ont des antennes voilà, en live, des endroits sympathiques. Et là, quand je parle de Decathlon, je reparle vraiment de design produit. Voilà, et maintenant j'ai 7 ans d'expérience, je suis sortie de la fac en 2011, et je vous ai mis mon salaire parce que comme ça, si vous aviez peur de demander, c'est fait. Mon salaire net, c'est 2 700 € environ par mois. Qu'est-ce que le design industriel? La définition que moi j'en fais, c'est que c'est la conception de produits qui sont faits en série, qui sont beaux et utiles, fabricables et achetables. C'est vraiment important parce que concevoir des produits qui ne sont pas faisables, bon ça c'est déjà dommage, mais surtout qu'ils ne puissent pas être achetés parce qu'ils sont trop chers ou les personnes qui sont ciblées en fait pourraient pas les acheter parce qu'ils n'ont pas l'argent, c'est dommage, ça ne fait pas avancer vraiment les choses et ça ne change pas la vie des gens. Un tout petit peu d'histoire, le design industriel il est né dans les années 50 avec voilà, le fait que l'industrie de masse et voilà, le fait qu'on produisait de plus en plus d'objets. À l'écran, vous avez un monsieur qui s'appelle Raymond Loewy, qui est reconnu comme un des premiers designers industriels. Il a notamment beaucoup travaillé sur tout ce qui était les lignes aérodynamiques des trains et des voitures, ça s'appelle le courant Streamline. Et il a dit une phrase très, très célèbre, en tout cas célèbre pour tous les designers, qui est « La laideur se vend mal ». Dans les années 60, j'ai mis cette chaise, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue quelque part, probablement, la chaise Pantone, qui est, voilà, qui est une de mes chaises préférées, donc du designer Werner Pantone, qui là est une prouesse technique de réussir à faire une chaise qui tient et qui est faite en une seule pièce de plastique. Vous voyez, les pieds, c'est pas 4 pieds traditionnels, et qui en plus est empilable. En revanche, au niveau du prix, c'est pas tout à fait abordable pour tout le monde. Je pense qu'en dessous de 250 €, on n'en trouve pas aujourd'hui. Donc quand même 250 € la chaise, c'est la payer. Le Walkman, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc, ce que je trouve intéressant avec cet objet, donc, outre le fait qu'il est iconique des années 80, c'est qu'il y avait vraiment une révolution dans la façon d'écouter de la musique. C'est-à-dire qu'avant le Walkman, on n'écoutait pas la musique en se déplaçant. Voilà. Et ensuite, les années 90, difficile de parler de design en France sans parler de Philippe Stark. Encore ce produit, c'est la brosse à dents Fluocaryl, qui vient d'une observation assez simple, c'est que les enfants n'aimaient pas se brosser les dents, donc il a réfléchi autour de ça, il s'est dit, il faut réenchanter un petit peu ce moment-là, et tout simplement, il a fait une brosse à dents qui est fluorescente, voilà, pour essayer d'attirer les enfants vers ce moment
se laver les dents. Ce que j'aime, outre le fait que c'est important de parler de Philippe Starck, parce que, alors lui, il est décorateur et designer produit, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup contribué à la notoriété du design. C'est-à-dire qu'avant Philippe Starck, en France, on disait designer, on ne sait pas trop, est-ce que c'est un mot américain ou anglais, on ne sait pas. Aujourd'hui, voilà, grâce à lui quand même, moi quand je dis je suis designer, au moins les gens se disent ah oui, comme Philippe Starck. Voilà, après j'explique que c'est pas exactement ça, mais c'est déjà ça de gagner. Donc moi je le remercie pour ça. Et dans les années 2000, la tante Quechua, j'arrive aux années 2010 avec évidemment l'arrivée de l'iPhone, qui a donc l'iPhone, c'est un objet en soi, donc c'est designé en soi comme un objet, mais avec son écran touch et son expérience vraiment et tout l'écosystème Apple, on est rentré dans une autre ère qui est l'ère des applications, et qui fait qu'aujourd'hui, moi je travaille plus sur des problématiques d'application et de logiciels que sur du produit. Donc là on est vraiment dans quelque chose qui a ouvert un nouveau champ complètement pour le design, et je ne pouvais pas ne pas parler non plus d'IKEA. Quand on parle de démocratisation du design, pourquoi en 2010 j'avais envie de le mettre quelque part, je me suis dit, voilà, pourquoi pas dans les années 2010. Pour moi aussi, ça équivaut à un moment où, avant Ikea, c'était très signé Ikea. Les gens, voilà, il y avait des tables, on savait que c'était des tables Ikea. Je trouve que depuis quelques années, ils arrivent à faire des choses qui sont un peu moins dépistables et très dans l'air du temps. Voilà, une marque que j'aime beaucoup aussi, pour son aspect hyper abordable aussi. Le design aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui le design, c'est plus uniquement du design de produits. Il y a les interfaces, on en a parlé un peu. Donc, les produits, là j'ai mis la gamme Google Home, ça, je ne sais pas si vous arrivez à la voir ou pas, parce que malgré tout, on a quand même des matériels qui nous entourent, hein, on n'est pas des êtres uniquement digitaux. Et donc, c'est encore quelque chose qui se pratique beaucoup. J'ai mis la gamme Google Home parce que quand on parle d'interface, on parle aujourd'hui plutôt d'interface tactile, ou de tout ce qui se fait avec un ordinateur, une souris ou un trackpad. Avec tout ce qui est Alexa, Google Home, on rentre dans... Donc, vous voyez tous les objets connectés qu'on met chez nous, à qui on peut demander des choses, des assistants personnels et tout. Je parle vraiment de ce genre d'objets. On est rentré dans une nouvelle façon d'interagir avec la machine. C'est-à-dire que c'est même plus... Avant, on avait la souris, après, on a eu le touch. Enfin, non, encore on a le touch, c'est très intuitif. Mais là, on est dans de la commande vocale et vraiment de l'intelligence artificielle, voilà. Et ça, c'est encore en train de changer encore le métier de designer, puisque nous, on travaille beaucoup sur les interfaces avec les machines. Donc, un logiciel, c'est juste ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moteur quelque part qui tourne. Nous, on veut un service en échange. Et donc, comment ça se passe entre les deux? On fait un écran. Là, voilà, on sort peut-être de l'ère des écrans pour entrer vraiment dans une interaction avec la machine qui est par la voix, par les gestes. Donc c'est encore quelque chose qui va changer. Et bon, pour nous, c'est passionnant. Ça fait qu'on n'est jamais en train de faire la même chose, jamais en train de faire toujours la même chose. Et les services, alors ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu. Le design de service, aujourd'hui, c'est devenu hyper important, ça existe depuis plus longtemps que ça. Le design de service, c'est voilà, voir c'est quoi, admettons, vous voulez faire un prêt dans une banque, ou même vous voulez ouvrir un compte dans une banque, quel est votre parcours? La banque, elle a tout intérêt à faire en sorte que le parcours soit agréable pour vous. Donc ça, c'est du design de l'expérience du service. Comment on vous accueille quand vous allez, je sais pas moi, chez Soch, enfin, vous n'allez pas chez Soch, il n'y a pas de boutique, mais bon, chez Orange, admettons, pour acheter, ou chez Apple, pour acheter un téléphone, voilà, l'expérience de marque et de service est très importante aujourd'hui. Et j'ai mis l'exemple de Airbnb. Donc les fondateurs d'Airbnb sont des designers. Et aujourd'hui, ça a complètement changé le marché de l'hôtellerie. Ils sont valorisés 2,6 fois plus que le groupe Accor Hotel. Donc énorme réussite qui pose plein de questions par ailleurs. Et voilà, donc le design de service. Uber aussi, c'est du design de service. Et nous à Paris, on est aussi noyé sous les offres de livraison de bouffe à domicile. Donc ce genre de choses aussi, ça se réfléchit, c'est du design. Voilà, donc pour les trois grands axes du design. Aujourd'hui, je voulais parler aussi d'innovation. Souvent on associe les deux mots, le design et l'innovation. Ils peuvent être associés, mais on peut faire aussi du design sans vraiment faire de l'innovation.
Moi, dans mon entreprise, chez Altran ID, c'est surtout ça qu'on vend. Le fait d'accompagner des clients pour faire des choses nouvelles, pour qu'ils restent voilà, les meilleurs sur leur marché. Pour moi, l'innovation, c'est pas seulement des nouvelles technologies, voilà, c'est pas une fuite en avant, voilà, de nouvelles technologies, il y a l'intelligence artificielle, il faut absolument l'utiliser, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit changer un petit peu la vie des gens et apporter des vraies améliorations. Et le design, par ses différentes méthodes et voilà, et vraiment le métier de designer, donc je reviens à la définition que j'ai fait tout à l'heure, permet de mettre des marchés sur le marché des produits qui n'existent pas encore. Donc comment on fait concrètement? On a voilà, un client qui nous dit ah voilà j'ai ça, j'ai produit ça, je pense que il y a un besoin, que ça pourrait aider des gens. Peu importe ce que c'est. Nous on va dire ok, on va faire un prototype et on va aller voir vos usagers cibles et on va tester avec eux si vous faites une idée et qu'en fait ça leur apporte rien du tout, ou si vraiment ça change leur vie. Donc se confronter comme ça grâce à des prototypes, aller faire des tests avec les utilisateurs, c'est vraiment pour moi un des piliers très essentiels du design, et ça évite, si vous voulez, de se dire bon je pense que j'ai une excellente idée, tout le monde va adorer, de dépenser des millions et en fait personne n'a adoré et c'est un flop. Donc nous on est vraiment là pour aider les entreprises à ce niveau-là. Et puis aussi, bon évidemment il y a l'argent, le business, les entreprises elles nous payent pour ça, elles veulent faire encore plus d'argent. Bon, moi personnellement ce qui m'intéresse c'est que les changements qu'on fait apportent vraiment quelque chose aux personnes. Il y a cet aspect humain qui est quand même important, pour moi en tout cas. Et nous on travaille notamment dans des usines, par exemple des usines Airbus, où il y a des choses très facilement changeables. Et quand on arrive à changer ça, même si c'est un tout petit truc qu'on retourne et qu'on voit l'opérateur Airbus qui nous dit non mais là moi ça va vraiment beaucoup mieux depuis que j'ai l'application, voilà, c'est vraiment une grande source de satisfaction. Comme illustration, j'ai pris le casque Bose. En effet, la technologie du son qui a eu tous les autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Encore faut-il le packager, trouver la forme qui va être achetable par la cible, parce qu'on est quand même sur des casques qui sont, je pense, au début en tout cas entre 400 et 450 €. Donc c'est pour ça qu'il a une couleur neutre, c'est parce qu'on est plutôt sur une cible, on va dire, de businessman qui prend l'avion et voilà, qui a besoin de ce casque-là. On n'est pas sur un truc flashy en mode streetwear. Donc les métiers du design et autour du design, je les ai pas tous mis, hein, il y a beaucoup de métiers qui gravitent autour de celui de designer. Si c'est moi, c'est parce que je me mets au milieu que je dis ça, évidemment, tout ne gravite pas autour des designers. Mais il y a le graphisme. Le graphisme, c'est important parce qu'évidemment, il y a tout ce qui est écran. Donc toutes les publicités que vous pouvez voir, voilà, ils font appel à des graphistes. Mais dans le graphisme, il y a tout ce qu'on appelle le print, donc tout ce qui est imprimé. Donc malgré tout, même si on est dans un monde de plus en plus digital, il y a encore énormément d'affiches, que ce soit pour faire de la publicité, pour les films, pour les événements. Il y a aussi tout le matériel que vous pouvez avoir pour faire de la publicité. Mais la publicité au sens large, c'est-à-dire que même pour une entreprise. Et même vous, si un jour vous êtes designer, vous allez faire votre carte de visite, voilà. Donc tout ça, c'est les métiers du graphisme. J'oublie sûrement d'autres champs d'application. Voilà, donc il y a typographe aussi que j'ai pas mis. Motion designer, super important avec les applications qui sont développées. Parfois on s'en rend pas compte, mais il y a tout le temps des transitions assez sympas, voilà, dans les icônes. Tout ce qui est aussi loading, c'est-à-dire que quand on fait patienter, on met une petite image, une petite animation. Il y a ça à la télé, il y a énormément de motion design. Dans n'importe quelle émission, ils vous mettent voilà, des textes qui arrivent, même dans les émissions de sport, n'importe quel match de foot, on voit des petites animations sur le score et tout. Bon, mais voilà, il y a énormément de travail pour les motion designers aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par l'animation, outre l'animation, vraiment le film d'animation animé des personnages, vous pouvez regarder ce métier aussi. Web designer, évidemment. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais c'est designer voilà, les pages web de tous les sites qui peuvent exister sur Internet. Développeurs, alors les développeurs, on travaille beaucoup avec eux, puisque quand on conçoit des applications,
c'est eux, en fait, qui vont les construire pour de vrai. Donc ce sont des personnes extrêmement importantes. Donc c'est un petit peu comme sur le design produit, on a des techniciens qui sont capables de faire les moules et de s'occuper de l'injection plastique et des ingénieurs qui vérifient que ça ne va pas casser. Et ben côté design d'application, on a les développeurs. Donc pareil, si vous aimez le code, si vous êtes un peu geek, alors là, métier très porteur pour le coup. Les ergonomes. Donc ça, c'est un peu plus rapport avec les... C'est un métier un peu moins créatif peut-être, un peu plus en rapport avec les sciences humaines. Donc alors les ergonomes, il y en a pour tout ce qui est physique, donc les objets, mais aussi pour les écrans, voilà, en quelle taille on écrit. Moi, je travaille au quotidien avec une de mes collègues qui est ergonome, pour voir si on a écrit trop gros, on a écrit trop petit, le contraste n'est pas très bon, on ne voit pas bien. Voilà, ce genre de choses. Et finalement, ingénieur. Parmi mes collègues, il y a aussi pas mal de gens qui ont d'abord fait des filières d'ingénieurs et qui ensuite ont fait des modules de design. À l'UTC Compiègne, je sais, Compiègne c'est dans le nord, hein, désolé pour ça. Mais il y a un module de design que vous pouvez faire, donc si vous êtes plus porté vraiment vers l'ingénierie, ça ne vous empêchera pas derrière de bifurquer si ça vous intéresse aussi le design. Alors parlons de savoir-faire et de savoir-être, ça c'est mon chef qui explique ces deux dimensions du métier de designer. Donc le savoir-faire, vous en doutez, il y a des techniques, des technologies à connaître, qu'on fasse du produit, du service ou de l'application, hein, c'est vraiment tout confondu. Il y a des outils logiciels. Pour designer des applications, on travaille beaucoup sur un logiciel qui est assez récent, qui a complètement tout changé, qui s'appelle Sketch. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Mais il y a les traditionnels Photoshop, Illustrator, les logiciels de 3D aussi, quand on fait du produit, pour faire de la modélisation 3D. Des méthodes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des méthodes aujourd'hui, mais je veux dire, nous, le métier de designer, il ne sort pas comme ça. C'est pas « ah, j'ai une idée ». Non, on a des étapes qu'on suit qui nous permettent, nous, déjà d'arriver à quelque chose et qui sont extrêmement rassurants pour les clients en face, parce que parfois, ils payent quand même le prix fort. Si c'est juste parce qu'ils payent 3 gars à réfléchir dans une salle et peut-être qu'il va sortir quelque chose d'extraordinaire et peut-être pas, c'est un peu dommage. Donc on explique aussi nos démarches pour dire voilà, ce qu'on va faire c'est ça, ça et ça. Pour dire voilà, quoi qu'il en soit, il y aura quelque chose, voilà, on réussira à faire quelque chose quoi qu'il arrive. La créativité, j'ai mis une carte de box, donc comment avoir une approche différente des problèmes. La communication et la formalisation des idées, c'est-à-dire que c'est très bien d'avoir des idées, c'est important, c'est la base. Hein. Il faut être novateur, avoir des idées, être créatif. Si vous ne savez pas les communiquer, elles resteront malheureusement dans votre tête. Donc une grande partie du métier de designer, c'est savoir formaliser ses idées pour les tester, mais aussi pour les communiquer et pour les promouvoir, pour les vendre. À un certain moment, c'est quand je parle de vente, je parle de vendre ne serait-ce qu'à son supérieur en disant regarde ce que j'ai fait, je pense que c'est intéressant. C'est important aussi de savoir communiquer et défendre ses idées. Et l'esprit de synthèse, vous avez vu, ça met en jeu beaucoup de choses, le fait d'être designer. D'un côté, le marché, les clients, le prix, qui sont les utilisateurs finaux, des aspects techniques. On est là un petit peu pour faire le ciment entre plein de métiers différents, entre plein d'experts différents. Donc il faut un esprit de synthèse pour voilà, savoir saisir et synthétiser tout ça pour arriver au résultat escompté, qu'il soit un produit ou une application, ou même un service. Le savoir-être, très important aussi. Alors moi je pense que c'est un métier, c'est important d'être passionné, parce que les études déjà sont très prenantes et le métier est prenant. Donc si vous n'avez pas le feu sacré, je pense que il y a une chance que vous fatiguiez assez vite, donc il faut vraiment aimer ce qu'on fait. L'adaptation, on l'a vu, hein, on est dans un monde qui change très vite, les technologies changent très vite, et du coup pour s'adapter, les entreprises changent très vite, donc il faut toujours être en train, voilà. C'est pas un long fleuve tranquille, le métier de designer. Moi je trouve aussi que c'est ce qui fait qu'il est intéressant, un métier qui est tout le temps en train de changer, on a l'impression de jamais faire le même métier et on s'ennuie jamais. L'empathie, très important. Alors l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place des autres. En tant que designer, on ne fait pas des produits forcément pour nous. D'ailleurs, c'est extrêmement rare qu'on fasse des produits qui correspondent pile à nous. Donc, on fait, là c'est pour ça que j'ai mis
vieille dame. On fait des produits parfois pour des gens qui n'ont pas la même culture que nous, pour des gens qui n'ont pas le même âge, et voilà, qui n'ont rien à voir avec nous. Donc l'empathie, c'est la capacité de se mettre à leur place pour voir un peu au travers de leurs yeux et s'imaginer comment améliorer leur expérience. L'empathie, ça ne remplacera jamais les tests. Il y a un moment où tout le monde est différent, donc ce qu'il faut faire aussi, c'est tester les choses qu'on design. Mais cette capacité voilà, de se mettre à la place des gens, c'est vraiment important quand on veut faire du design. La curiosité, donc dans tous les... ça va un petit peu avec l'esprit de synthèse, c'est-à-dire que pour aller faire de la synthèse, il faut aussi avoir une ouverture sur plein de choses. Et le courage. Alors le courage, pourquoi? Parce que quand vous allez avoir une idée, cette idée, elle est vraiment à vous. Si vous voulez en faire quelque chose, cette idée, il va falloir que vous la présentiez à des gens. Et là, il y a quand même une chance de vous faire bâcher. Donc, ça arrive, c'est pas grave, on apprend à se détacher de ces idées, mais il faut quand même une certaine dose de courage, comme je sais pas, les gens qui vont chanter devant d'autres personnes, voilà. Vous allez vraiment vous livrer un petit peu en expliquant vos idées. Donc, voilà, c'est important d'être courageux pour aller au-delà de juste avoir les idées et pour les matérialiser et les faire vivre. Je parle aussi beaucoup des idées comme quelque chose de personnel. Je ne l'ai pas mis là, mais pour moi, le travail en équipe, c'est ce qui fait vraiment la force du métier de designer. Il y a des designers qui font des carrières, voilà, comme probablement Philippe Starck, où c'est leurs idées. Ils ont après des gens pour les mettre en forme. Moi, j'ai rien contre ça, c'est pas comme ça que je pratique mon métier. Nous, on est tous ensemble et à la fin du projet, il n'y a personne qui dit alors l'idée, elle est à 70% de François, 20% de Anne. Non, on s'en fout complètement. On a fait tous ensemble et c'est ce qu'on appelle la co-création. Donc, je parlais d'idées parce qu'au début, malgré tout, dans les études, vous allez être surtout seul à faire vos projets. Et donc, déjà là, vous devrez faire preuve de courage. Et savoir aller vers les autres, pour moi, c'est l'une des différences entre un métier vraiment artistique pur et le métier de designer. C'est pour vous, mais aussi pour les autres que vous faites des choses. Donc il faut savoir aller voilà, communiquer, aller vers les autres, être ouvert, pour ne pas rester... Voilà, un artiste, il fait une proposition, il fait son art, il fait une proposition, et on vient ou pas. Un designer, c'est à lui d'aller pousser un petit peu ce qu'il fait aux gens. Donc voilà, de s'ouvrir. C'est un petit peu différent, même si on est sur deux métiers créatifs. Quelle filière pour devenir designer? Alors, vous avez un toboggan et un mur d'escalade. Moi, j'ai fait S, parce que j'avais des bonnes notes, ça m'intéressait, les maths, la physique, tout ça. Et puis on m'avait dit, c'est ce qui permet de garder le plus possible les portes ouvertes. Bon, voilà, j'ai fait ça, ça s'est bien passé pour moi. Je n'ai pas vraiment envie de vous communiquer comme message qu'il faut forcément faire ça, ou qu'il y a une filière pour devenir designer. L'avantage du métier de designer, contrairement admettons, à celui d'avocat ou d'architecte, c'est qu'on peut y arriver par plein de chemins. Donc plutôt que de considérer ça comme un toboggan où vous embarquez et hop, à la fin vous sortez designer, pour moi c'est plutôt comme de l'escalade où vous voyez le mur, vous vous dites bon, pour arriver en haut je vais prendre telle prise. Une fois que vous êtes sur le mur, si jamais les prises c'est pas exactement comme vous aviez prévu, bon ben c'est pas grave, vous mettez votre pied, votre main ailleurs et vous continuez quand même. Donc je pense que c'est important de vous dire que c'est votre personnalité aussi et ce que vous allez faire en dehors de l'école qui va vous aider à progresser dans vos études ou dans votre carrière. Et c'est pas, voilà, pour moi c'est pas un toboggan, c'est plus un mur d'escalade. Je sais pas si ça vous a aidé cette métaphore, mais bon, j'espère. Alors, appuyez-vous sur vos points forts pour vous différencier. Le métier de designer, c'est quand même, on l'a dit, un métier où voilà, la personnalité a quand même, voilà, il faut se faire remarquer quelque part. Et donc, vous avez forcément des points forts, quelque chose qui marque dans votre personnalité. Mettez-les en avant. Ça peut être que les sports collectifs, par exemple, qui est un peu lié avec ce que je disais, la co-création, le fait de savoir construire en équipe, c'est très important. Ça peut être plein de choses, donc n'hésitez pas voilà, à mettre en avant ça. Ayez les meilleures notes possibles. Oui, je pense que la filière, elle a plus ou moins d'importance, mais débrouillez-vous quand même pour avoir des dossiers, parce que malheureusement ça compte, pour qu'ils soient le mieux possible.
Je sais qu'il y a des écoles qui font encore pas mal attention aux lettres de motivation et à tout le portfolio que vous pouvez avoir, mais voilà, ça reste important. Et peu importe la filière en fait. Entraînez-vous à être à l'aise à l'oral, donc ça c'est dans l'air du temps aussi, et tant mieux, vous allez devoir souvent vous retrouver devant plusieurs personnes, défendre quelque chose en situation de stress. Par exemple, moi, quand j'avais votre âge, même plus jeune, je faisais de la musique, donc je faisais des auditions, donc mine de rien, ça m'a entraîné un petit peu à ça. Si vous faites du théâtre, voilà, très bien, ce genre de choses. Vous allez être en contact avec les gens et vous allez devoir les convaincre. Donc si vous pouvez prendre un petit peu d'avance là-dessus, je pense que ça vous aidera. De la même manière, si ce que vous aimez c'est les jeux ou justement le côté un petit peu plus programmeur, développeur, cultivez-vous, prenez de l'avance, c'est-à-dire qu'on ne vous reprochera jamais d'arriver en sachant des trucs que peut-être les autres ne savent pas. Donc voilà, si vous êtes passionné, allez-y. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses, outre le fait qu'on peut pratiquement tout trouver sur Internet, mais il y a des applications pour faire des vidéos, des films, des trucs gratuits pour dessiner. Enfin, voilà, donc je pense que vous avez pas trop d'excuses, donc allez-y vraiment dans ce sens-là. Et malgré tout, prévoyez toujours un plan B. Vous essayez d'entrer dans une école, ce sont des concours souvent. Ça peut passer, ça peut ne pas passer. Choisissez pas juste un truc en vous disant bon ben si jamais ça foire, j'ai rien d'autre, c'est pas grave, j'irai faire une fac au hasard. Non, il y a plusieurs façons de s'y prendre, il y a plusieurs chemins, donc essayez d'avoir des chemins de rechange. Voilà pour les conseils, mais surtout, faites plein de choses. Encore une fois, que ce soit du bricolage, de la couture, voilà, là il découpe du papier, de la mécanique, peu importe, mais faites des choses et gardez une trace de tout ça, parce que quand vous allez vouloir rentrer en école et même après votre premier emploi, les gens, ça va les intéresser de savoir que depuis longtemps, vous êtes confrontés à ça, que c'est ça votre truc et que vous savez le montrer. Donc faites-le, mais surtout, gardez-en une trace, parce que moi j'ai fait des choses, j'ai pas toujours pris en photo et tout ça, et aujourd'hui je le regrette. Et voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous, mais il va falloir parler anglais si vous voulez devenir designer. Je pense que c'est important dans la plupart des métiers aujourd'hui, mais designer c'est un métier en plus où on voyage beaucoup. Avec l'anglais on peut aller pratiquement partout. Donc c'est extrêmement important. Vous ne pourrez pas le contourner, ce problème-là. Ou alors vous pourrez le contourner, je pense, si vous savez parler peut-être 2 autres langues étrangères. Si vous parlez chinois, évidemment, là, vous êtes le roi du monde. Mais c'est plus facile d'apprendre l'anglais que le chinois, je pense. Donc voilà, j'espère que j'ai bien passé le message, c'est vraiment important. En plus, franchement, avec toutes les séries qu'il y a, où on peut mettre les sous-titres ou justement ne pas les mettre, c'était plus difficile, franchement, moi, quand j'avais votre âge. Voilà, et surtout aussi, alors ça j'en ai pas trop parlé, si vous aimez voyager, c'est pas mal aussi, parce que le design c'est une discipline très internationale. Les agences, elles sont toutes, en général, elles ont des antennes dans plusieurs pays. Nous on a des gens en France, mais en Espagne aussi et en Suède. Les grosses boîtes de design qui font ce qu'à peu près nous on fait, qui sont beaucoup plus connues, comme IDEO ou Frog Design, ont des agences partout dans le monde. Donc même si vous êtes basé en France, vous serez appelé à parler anglais avec d'autres personnes, et sans parler des ingénieurs que vous pouvez avoir tout le tour de la Terre et des développeurs. Puisqu'il y a beaucoup de plateaux de développement qui sont, comme on dit, offshore, donc qui sont dans des pays comme le Portugal, l'Ukraine ou l'Inde. Donc rien que là, vous aurez besoin pour exercer votre métier de parler anglais. Voilà, vous avez encore un petit peu de temps, donc vous pouvez vous y atteler.